من والاه نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا البيت المبارك. On remercie et on remercie jamais assez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans cette demeure bénie, masjid min masajidillah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس مجلس علم نقوم منه مغفورا لنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous, sur ma droite, les deux frères, le frère Bilal et le frère Yassine. Donc le frère Yassine, le premier, c'est un coach sportif et un chef de projet aussi, en préservation de la santé, et notre frère Bilal, donc c'est un cadre hospitalier. L'intitulé, c'est la santé, tout ce qui concerne la santé, ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, nous a donné. Alors, juste pour une introduction, et après je vais laisser la parole à nos deux conférenciers, Inch'Allah. Parmi les objectifs majeurs de la charia, ou les finalités de la charia, on a ce qu'on appelle la préservation de la vie. حفظ من مقاصد الشريعة هو حفظ النفس. Ça veut dire quoi, حفظ النفس? Ça veut dire toute action visée à préserver la santé physique ou mentale est donc encouragée en islam. Tout ce qui nuit au corps ou supposé nuire au corps ou pourrait mettre le corps en danger ou l'être humain en danger est déconseillé, voire interdit. Donc أي حاجة تضر بالإنسان منعها ومنعتها الشريعة. Alors cela se manifeste à travers quelques points que nous allons citer. D'abord, l'islam, on a l'hygiène et la propreté. Il y a 14 siècles, l'islam, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accordait une place importante à l'hygiène. تصوروا منذ 14 قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا بالنظافة ويأمرنا بالوضوء ويأمرنا بالغسل. وين في الصحراء, dans un milieu désertique, c'est-à-dire dans le désert, où l'eau est quelque chose de précieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande de faire al-wudu, de faire al-ghusl. Donc l'islam accorde une place importante à l'hygiène, et cela se manifeste à travers le wudu. Le wudu, les salats, il faut le faire. Al-ghusl, ce qu'on appelle le ghusl rituel, le lavage rituel, il faut le faire. Al-ghusl tahara, il faut le faire. Tout ça c'est avec de l'eau, et tout ça c'est de l'hygiène. Et donc même la propreté de corps, et pas que, mais aussi des vêtements que nous portons. On ne peut pas faire la prière avec des vêtements sales ou qui sont pas propres. Donc vous voyez la place de la propreté. Et tout ça vise, et ça fait partie de la préservation de la vie, et derrière la préservation de la santé. Aussi la préservation ou la propreté à travers l'environnement aussi. L'environnement, l'islam nous recommande de garder l'environnement bien sûr propre.
L'islam aussi, la religion musulmane, nous recommande l'équilibre alimentaire. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre la religion et l'alimentation? Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة الأعراف, il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez, buvez, mais sans tomber dans l'excès, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui gaspillent. Donc, il nous incite d'ailleurs à manger les aliments halal, sains et bénéfiques. Tout ça, c'est encouragé dans l'islam. Et d'ailleurs, toutes les substances nuisibles au corps sont interdites en islam. La cigarette, c'est interdit. Ce que ça fait, c'est nuisible pour le corps. L'alcool, pareil. La consommation de la viande qui n'est pas licite n'est pas autorisée en islam, sauf cas majeur. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ça, c'est recommandé en islam. Aussi, il y a la santé mentale. L'islam ne se limite pas uniquement à la santé, ou l'exhortation à travers l'islam ne se limite pas uniquement à la santé physique, mais aussi il accorde une grande importance à la santé mentale et spirituelle. La prière, dhikr, tasbih, et ainsi de suite, le Coran, tout ça contribue à préserver l'équilibre et avoir de l'équilibre. Donc c'est de la santé mentale. On a la santé physique et on a la santé mentale. La recherche de soins aussi. تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه دواء شفاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô serviteurs d'Allah, soignez-vous, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu une maladie sans lui avoir un traitement. Donc, nous encourage à se soigner. Donc, sans tarder, la conclusion de cette introduction, en islam, prendre soin de sa santé ne relève pas d'un choix personnel, pas du tout, mais plutôt constitue un acte religieux. Le fait de préserver sa santé, c'est une adoration. Ibada, rak ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce corps-là, c'est pas une propriété personnelle, c'est un dépôt, c'est une amana. Amana, Allah subhanahu wa ta'ala atahana. Donc c'est une amana qu'il faut la préserver. Donc le corps, c'est une amana confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala sur la manière dont il a préservé ce corps. Vous voyez la place importante de la santé que accorde l'islam à la santé se manifeste à travers ces points-là, ce qu'on a dit, mais à travers aussi beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas citer. Je laisse la parole à nos deux conférenciers, Inch'Allah, pour plus de détails, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Barakallahu fik, Cheikh. D'abord, j'adresse mes remerciements à la mosquée de Saint-Geneviève-des-Bois d'avoir accueilli directement cette conférence sur le sujet de la santé. En vérité, vous venez d'entendre le plus important de la conférence. C'est Cheikh Brahim qui nous l'a dit. Et ce qu'on va vous dire, ce n'est que des détails. Parfois, ce sont des rappels, mais ce sont des rappels utiles puisqu'on a tous besoin de rappels et parce que on parle. C'est pas assez haut. Il faut jamais mettre un gilet pour une conférence, hein, la dernière fois. À retenir. Désolé, lui, t'as abîmé un peu ton t-shirt.
C'est mieux. Un rappel nécessaire, puisqu'on a besoin de se rappeler, mais aussi parce qu'on va parler de science, on va parler de données médicales, et comme toute science, ce sont des données qui peuvent être amenées à changer. On peut aujourd'hui s'accorder sur une vérité, et il y a plusieurs années en arrière, on comprenait peut-être le phénomène différemment. Donc il est important aussi de se rappeler des choses et d'entretenir la connaissance et non pas seulement apprendre, en tout cas dans les domaines scientifiques et dans le domaine de la santé. Sur le thème principal qui est la santé, on aimerait un petit moment d'interaction avec vous et on aimerait partir de vos représentations de la santé pour qu'on puisse construire là-dessus. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Si je vous dis, c'est quoi avoir la santé? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est le bonheur. Le bonheur, ok. Moi, avoir la santé, c'est ne pas tomber malade. Ne pas tomber malade. Un physique sain. Un physique sain. Bien manger. Bien manger. Ne pas souffrir. Ne pas souffrir. Faire du sport. Faire du sport. Être en condition. Manger sain. Être en condition, c'est-à-dire Il faut faire tout ce qu'on peut faire. Par exemple, si on a envie de faire quelque chose à l'instant T, qu'on puisse le faire avec justement pas une contrainte liée justement à la santé ou même physique. Toutes les réponses sont bien évidemment valables. Et il y a une définition de la santé qui est la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui date des années 40, des années 50 46, qui nous dit que la santé, c'est un état de complet bien-être. Donc on a entendu bonheur, on est dedans en fait. Hein. C'est du bien-être, la santé. Donc la santé, c'est un élément positif. Alors même que parfois, on a tendance à définir la santé par son inverse, par la maladie. Et donc là, cette définition de l'OMS, je la trouve intéressante puisqu'elle nous dit que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé, c'est avant tout quelque chose de positif. Et donc, on arrive à définir par la positivité cette notion de santé. Et cette santé, comme l'a dit Cheikh Brahim, c'est une notion qui inclut 3 éléments. Il y a la santé physique, et ça, on y pense tous. Quand on parle de santé, on pense directement à des maladies physiques, hein, qui touchent le diabète, qui touchent plein de choses. Il y a aussi la santé mentale. Là, c'est un peu plus compliqué, peut-être surtout dans nos communautés, de parler de santé mentale. Il y a la santé mentale. Et donc, cette composante mentale fait la santé de l'individu. Et puis, il y a une 3e composante qui est la composante sociale. Et dans cette composante sociale, on a l'ensemble des interactions qu'on va avoir avec nos entourages, nos environnements, et l'ensemble du soutien social dont on peut bénéficier. Et à chaque fois, dans ces 3 piliers, on a ce qu'on appelle des déterminants de santé, des choses qui vont déterminer notre santé. Et à votre avis, qu'est-ce qui détermine notre santé ? On peut simplifier la question. Pour simplifier un peu la question, la question c'est qu'est-ce qui, là si vous prenez votre état de santé, vous pouvez vous dire, mon état de santé il est dû à, que ça soit positif ou négatif. Pourquoi est-ce que vous avez votre santé aujourd'hui Comment vous voyez les comme choses ? elle est ? Qu'est-ce qui l'a déterminé, votre santé ? Le niveau de l'activité physique, L'alimentation, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, Le travail aussi. le travail. tout ça c'est encore une fois des bonnes réponses, il n'y a que des bonnes réponses. Pour revenir sur cette notion de santé, on a utilisé le mot un trésor dans l'appellation de cette intervention. C'est un mot qu'on trouve intéressant et il y a un chirurgien français assez connu qui s'appelait René Le Riche qui disait que
la santé, c'était la vie dans le silence des organes. Autrement dit, la santé n'est pas un objectif, c'est un moyen, le moyen de vivre. C'est le silence de nos organes, l'absence de maladie, qui nous permet la vie. Et ce n'est pas suffisant, comme on l'a dit, puisque la santé, c'est aussi du mental et du social. Mais en vérité, la santé, c'est le premier capital de l'individu. On est dans un monde capitaliste, on en parle souvent de capital. Mais le premier capital de l'individu, c'est sa santé. Puisque sans ce capital santé, il n'y a aucun autre capital que vous pouvez avoir. Sans le capital santé, vous n'avez pas le capital social. Vous n'avez pas de relation. On a vu la composante sociale de la santé. Vous n'avez pas de capital économique, puisque tout à l'heure, le frère, au fond, a parlé de travail, de revenus, de business, de tout ce que vous voulez. Pour pouvoir réaliser ces activités, il vous faut la santé. Et puis le capital intellectuel aussi, il est dépendant de votre santé. C'est votre état de santé qui vous permet aujourd'hui d'avoir les capacités cognitives que vous avez, d'avoir été à l'école, d'avoir appris des choses et de continuer à apprendre encore aujourd'hui, d'avoir l'esprit d'analyse, de comprendre les choses, de déchiffrer. Tout ça, c'est permis par la santé. Donc la santé, c'est un capital et c'est le premier capital qui précède tous les capitals. Si on revient aux déterminants de santé, il y a cette figure qui est assez connue en santé publique qui résume les déterminants de santé et qui les classe en 3 niveaux. On voit les gros titres, c'est déjà ça, mais je vais vous lire le reste. Sur la première échelle, on a une échelle individuelle. Sur cette échelle individuelle, vous avez des déterminants de santé, donc des choses qui vont déterminer votre santé, qui sont modifiables et d'autres qui sont non modifiables. Il y a des choses sur lesquelles vous pourrez agir pour améliorer votre santé ou ne pas la dégrader, et d'autres où vous ne pourrez pas agir. Parmi les déterminants non modifiables, il y a votre âge. L'âge peut favoriser certaines maladies. Le sexe. Si vous êtes une femme, vous êtes plus à risque de développer un cancer du sein. L'hérédité, les gènes que vous ont transmis vos parents ou vos grands-parents peuvent aussi déterminer votre état de santé. Si je reprends mon exemple du cancer du sein, il y a une composante génétique dans certains cancers du sein que vous pouvez hériter ou pas de vos parents. Et puis, il y a des facteurs modifiables à l'échelle individuelle. Et là, c'est plus intéressant, puisque là, on va pouvoir agir. Et ces facteurs modifiables, vous en avez cité certains. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a l'activité physique, la gestion du stress. Et Yacine va nous donner quelques détails justement sur ces comportements individuels et sur les recommandations de santé publique. On va essayer à chaque fois, pendant le déroulé de cette petite intervention, de faire coïncider, on va découvrir les déterminants de santé et découvrir à chaque fois des recommandations de santé publique qui nous permettent de favoriser les déterminants positifs. En vérité, on a des déterminants positifs et des déterminants négatifs, des facteurs protecteurs en santé et des facteurs de risque. On entend souvent parler des facteurs de risque, on entend parler de l'alcool, on entend parler du tabac, de ce genre de choses, mais on entend peu parler des facteurs protecteurs en santé. Il y en a, et ça fait partie aussi des recommandations de santé publique. Déjà, salam alaikum à tous. Merci Cheikh Ibrahim pour cette introduction. Et Bilal pour la suite, même si tu as débordé beaucoup sur moi. Non, plus sérieusement, j'ajoute juste un petit truc sur les déterminants de santé. C'est qu'on l'a pas dit, on le dira maintenant et peut-être souvent aussi, c'est qu'ils sont interdépendants. Interdépendants, ça veut dire qu'ils sont tous liés les uns avec les autres. Bilal a parlé de l'échelle individuelle, et les biologiques, le comportement individuel. Il va parler aussi un peu plus tard de l'environnement social, l'environnement physique. Tout ça, c'est lié. Comme je disais tout à l'heure lors de la question, c'est comme si en fait on se disait « Ok, là j'ai un état de santé. Qu'est-ce qui influence mon état de santé ?» Donc on va prendre un pourcentage. Chaque... Mettons par là. Celui-là, ici, c'est mieux. Voilà. Comme
semble bien t'entendre. On m'entend mieux? Ah bah, merci beaucoup. Du coup, je disais, c'est comme si on prenait 100% de notre état de santé et on se disait tel ou tel facteur, tel ou tel, ce qu'on appelle du coup les déterminants de santé, va influencer mon état de santé à l'échelle de combien de pourcents. Et figurez-vous que généralement on se dit l'accès aux soins, l'offre de soins, l'accès aux docteurs, aux médecins, aux dentistes, etc. Nous on pense, dans l'imaginaire collectif, que ça représente énormément. Ça représente, d'après les études, seulement 15% de notre état de santé. Donc il y aurait seulement 15% de notre état de santé qui serait lié à la médecine dite dure, enfin la médecine vraiment, l'accès aux médecins, etc. Donc le reste, c'est quand même des choses sur lesquelles soit on peut influencer, comme l'a dit tout à l'heure Bilal, à notre échelle individuelle, à l'échelle collective et même à l'échelle nationale, voire internationale. Et on focalisera un peu moins l'attention dessus, mais c'est quand même des choses importantes à savoir. Donc ceci étant dit, à l'échelle individuelle, il y a certaines choses qui influencent notre santé, comme je remets ça, je suis désolé. On m'entend? Ouais, je suis désolé. Donc à l'échelle individuelle, on a par exemple la nutrition, l'alimentation. Donc l'alimentation, quelques recommandations sur l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée favorise un état de santé sain, alors qu'une alimentation, ce qu'on appelle la junk food, un peu plus mauvaise, les fast-food, l'alimentation en grande quantité, pas de repas équilibré. Là, par contre, ça a des effets assez délétères sur notre état de santé à tous les niveaux, que ce soit sur la prise de poids, que ce soit sur la qualité de notre peau, la qualité de notre sang. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont regroupées. Donc là, on vous donne un petit exemple d'assiette équilibrée. Une assiette équilibrée, on le voit, on nous apprend dès qu'on est petit à l'école, mais on a tendance à l'oublier. C'est quand même 50% de légumes. Et c'est rarement ce qu'on voit dans les assiettes, n'importe où, que ce soit au restaurant, à la maison ou quoi. C'est quand même 50% de légumes, 25% de glucides. Donc les glucides, ça va être les pâtes, le pain, etc. Et 25% de protéines, donc la viande, le poisson, les légumineuses. Donc voilà, ça c'est une assiette type équilibrée. Donc on essaye de tendre vers cette assiette type équilibrée pour maximiser notre alimentation. On a aussi un outil qui s'appelle le Nutri-Score, qui existe depuis quelques années. Normalement, vous le voyez lorsque vous faites vos achats, c'est sur les paquets sur les emballages alimentaires. Alors ce Nutri-Score, il a été créé pour favoriser l'achat de produits sains pour la santé. Donc c'est un calcul qui a été fait. Donc le calcul, c'est simple, il a été réalisé pour faciliter la compréhension de la valeur nutritionnelle d'un produit. Donc un produit, derrière les produits, généralement, vous avez un petit tableau avec la valeur nutritionnelle en protéines, en lipides, en acides gras, en pas mal de choses. Mais il est parfois un peu compliqué à lire si on ne s'y connaît pas vraiment. Donc là, le Nutri-Score, il facilite avec l'attribution d'une lettre de A à E pour comprendre de la meilleure manière ces valeurs nutritionnelles. Donc le calcul, il est fait entre la composante positive et la composante négative. La composante positive, ça va être sur 100 grammes du produit, qu'est-ce qui favorise la santé en vrai, donc tout ce qui va être légumineuses, fruits et légumes, fruits à coque, protéines. Et à contrario, dans le même produit, qu'est-ce qui favorise négativement la santé, donc les acides gras saturés, les sucres, le sel. Ensuite, il y aura un calcul de la composante positive et la composante positive et la composante négative. On va faire un calcul et on va voir la note que ça va donner. Donc, disons que A, c'est le meilleur, E, c'est le pire. A, ça représente quand même une valeur positive bien supérieure à la valeur négative. Donc, on peut aller vers ce produit. B, on est toujours dans le vert, mais on est quand même à l'équilibre entre des composantes positives et composantes négatives. À partir de C, on rentre déjà dans le fait que dans le produit qu'on va manger, il y a des composantes moins bonnes pour notre santé
que bonne pour notre santé. Donc il faut essayer de faire attention à ça, surtout que c'est un outil qui est quand même assez utilisé par les marques maintenant, par n'importe quelle marque, hein. Même si c'est pas obligatoire, donc tout le monde ne l'utilise pas. On peut aussi se rendre compte que si les marques l'utilisent pas, c'est aussi qu'elles ont parfois quelque chose à cacher, donc peut-être certains produits à éviter. Il y a un piège dans lequel on tombe tous, c'est le piège du marketing. Et vous avez aujourd'hui les marques qui sont très fortes pour nous pousser à acheter et nous pousser à acheter ce qu'elles veulent. Quand vous êtes concrètement dans un rayon, que vous allez prendre un tube de sauce tomate, on va parler concrètement, si vous hésitez entre deux tubes, au lieu de voir la jolie photo du paysan derrière, le packaging, la police et tout ce qui peut-être même la marque parfois, qui peut nous induire en erreur, puisque qui dit marque ne dit pas forcément toujours qualité, eh bien, avoir un œil sur ce Nutri-Score que vous voyez en bas à gauche ou en bas à droite du produit, ça peut vous permettre de prendre la décision sur quel tube de sauce tomate vous allez prendre dans le rayon. Si vous en avez un en B, un en C, prenez le B. Puisque si vous allez ensuite vous amuser à lire le détail de l'étiquette derrière, vous verrez qu'en termes de valeur nutritionnelle, ce que va vous apporter votre produit et l'impact que ça va avoir sur votre santé, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais si vous regardez que le devant du paquet, vous ne prendrez pas votre décision dessus. Est-ce que c'est vraiment fiable aussi le Nutri-Score? Parce que j'ai vu souvent des reportages qui disaient que c'était parfois biaisé par des lobbies. Ouais. Le Nutri-Score, je le connais plutôt bien puisque je suis enseignant vacataire à la Sorbonne Paris-Nord et le Nutri-Score est né à la Sorbonne Paris-Nord. C'est un nutritionniste qui l'a développé avec une équipe de chimie et c'est un score qui se voit actualisé de temps en temps. Donc dans la méthode de calcul du Nutri-Score, les industriels ont réussi au début à trouver des moyens d'avoir de bons Nutri-Score alors qu'ils avaient de mauvaises valeurs nutritionnelles. Et donc le calcul du Nutri-Score a évolué et continue d'évoluer pour contrer justement ces stratégies d'industriels. Il faut savoir que les lobbies se positionnent contre le Nutri-Score aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez plein de marques qui, Nestlé, quand même la marque dominante dans le secteur alimentaire, qui n'affichent pas le Nutri-Score sur ses produits et qui mènent une bataille scientifique en finançant des études politiques pour contrer le Nutri-Score. Le Nutri-Score aujourd'hui en France et en Europe, c'est le souhait de plusieurs scientifiques, c'est de la poser obligatoirement sur tous les produits alimentaires. On a encore du mal à cause des lobbies. Donc les lobbies se positionnent plutôt contre ce Nutri-Score qui fait l'objet d'un travail plutôt sérieux et qui arrive à s'adapter et à contrer justement ce que pourraient développer les industriels pour fausser le score. Et Justement, par rapport au Nutri-Score, est-ce que justement les lobbies puissent, entre guillemets, corrompre un peu eux-mêmes le Nutri-Score? Admettons qu'on sait qu'un produit est en E et qu'eux-mêmes décident justement de le mettre en A. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement que... Ouais. En fait, c'est pas une certification qu'on va acheter, le Nutri-Score, pour l'industriel, c'est une méthode de calcul. Donc en fait, le produit et ses valeurs nutritionnelles, ses ingrédients, passe l'échelle du calcul, c'est un algorithme, et ça donne le Nutri-Score. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Il y avait à avoir un calcul. En fait, il y a une organisation qui gère ce Nutri-Score. C'est pas eux-mêmes qui se l'attribuent le Nutri-Score en disant à notre produit on pense qu'il est E ou qu'il est A. Non, il y a un calcul entre les valeurs positives et les valeurs négatives, ce qui donne ensuite la lettre. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est, tout à l'heure, Bilal le disait, depuis sa création, c'est quoi? C'est juste avant le Covid, je crois. Depuis avant le Covid, donc on est peut-être à la 6e, 7e année de son existence. On a déjà changé 3 fois le mode de calcul pour justement contrer ces lobbies et ces marques qui veulent parfois du coup vendre un produit moins sain parce que plus facile à produire ou quoi ou autre. Mais c'est peut-être pas fiable. C'est pas que c'est pas fiable à 100%. C'est sûr que on n'est pas encore sur quelque chose d'optimisé à 100%, mais c'est mieux que rien. C'est ce qu'il faut se dire. Si on doit faire le choix entre un sans Nutri-Score et un avec Nutri-Score au même prix, c'est toujours, en tout cas il y a une étude qui est sortie là en 2025, c'est toujours en tout cas majoritairement celui qui a la Nutri-Score affiché, même pas le Nutri-Score 1. Ça veut dire que si on est sur Nutri-Score D,
dites-vous que s'il y en a un qui n'est pas Nutri-Score, eh ben Nutri-Score D, il sera mieux que celui qui ne l'a pas. Donc ne pas le mettre, c'est vraiment pour une raison. Ou sinon, pour éviter tout ça, il vaut mieux tous les produits transformés, les éviter, quoi. Mais ça, ça serait le meilleur, ça. On y arrive. L'alimentation ultra transformée, donc c'est à partir du moment où on va modifier une alimentation à l'échelle industrielle et dépasser les étapes de transformation classiques qu'on pourrait faire à la maison. C'est-à-dire que c'est pas juste de la cuisson, c'est pas juste de l'ajout d'épices, on est sur d'autres choses, l'ajout d'éléments qui vont modifier la texture, la couleur, la conservation. Et ça, souvent, dans la liste des ingrédients, vous voyez des ingrédients qui commencent par E et un numéro. Tous ces E, en vérité, sont le marqueur d'une alimentation ultra transformée. Donc on a rajouté des choses qui ne servent pas à cuisiner le produit, mais qui servent à l'embellir, à le conserver, à le rendre encore plus addictif, etc. etc. C'est eux quelque chose que vous voyez sur les produits, ils sont d'autant plus dangereux dans l'alimentation pour bébé. Et il faut savoir qu'il y en a dans l'alimentation pour bébé, dans certains pots que vous achetez pour les bébés. Donc c'est aussi un œil à avoir sur la liste des ingrédients que vous avez, notamment quand vous allez acheter des alimentations pour les plus petits, puisqu'ils peuvent s'habituer et ça peut être délétère pour leur état de santé, même à l'âge adulte après. Créer une dépendance. C'est ça, ça crée une dépendance des tout petits. Et on sait que quand on est petit, c'est là que se fait le goût et c'est là où on apprend à manger. Et même aujourd'hui, vous avez des industriels qui ont développé des snacks, des choses qui n'ont aucun sens pour les enfants, mais que les gens achètent à leurs enfants, des sortes de chips pour des bébés, pour qu'ils puissent prendre dans les mains et apprendre à mâcher. Donc voilà, il faut qu'on puisse aussi raisonner en étant armé face à ces pièges marketing qu'on nous vend et qui peuvent paraître désirables parce que ça a l'air bien, on aime bien les chips pour nous. Et puis c'est pratique pour l'enfant, mais c'est très délétère pour son état de santé déjà à l'échelle enfant, mais encore plus puisque ça va déterminer sa santé, lui pour le coup, sur sa vie. Le Nutri-Score, il n'est pas politisé comme certaines certifications, par exemple, on parle de certains produits qui arrivent de certains pays qui ne sont pas bons pour la santé, parce qu'il y a une différence d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique. Ouais. Sur le Nutri-Score, on n'est pas sur des questions de provenance. Ça prend pas en compte la question de la provenance. C'est politisé, on peut dire dans un certain sens, mais parce que les scientifiques qui travaillent sur le Nutri-Score aimeraient que ça intègre une politique de santé publique et que ça soit une loi, pour que ça soit affiché obligatoirement. Donc dans ce sens-là, c'est politisé, mais je ne pense pas que ce soit dans un sens négatif. Comment on parle maintenant De Pardon des produits qui viennent du Brésil ou comme ça. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est pas tellement. Le Nutri-Score, il n'est pas tellement en lien avec ce sujet-là. On parle des éléments qui ne sont pas bons pour la santé. Mmh. Le sujet de l'importation, que ce soit sur l'agriculture ou le bétail, c'est un sujet de société aujourd'hui où la France impose des normes pour l'environnement et pour la santé humaine sur la production produite localement et n'impose pas ces mêmes normes lorsqu'elle va acheter à l'étranger. Et donc, quand on va importer de l'agriculture ou de la viande de l'étranger, ça n'obéit pas aux mêmes normes environnementales et sanitaires. Ça c'est un autre débat. Oui, ils utilisent des produits qui ici ne sont pas tolérés. J'enchaîne sur autre chose. À l'échelle individuelle, on a parlé un peu de la nutrition et je vois que c'est un sujet qui intéresse pas mal. On va passer aussi sur l'activité physique, hein, c'est des choses que vous avez dit, c'est quand même moi ce que j'appelle quand même une solution un peu miracle, hein, l'activité physique, ça répond à pas mal de choses dans la société actuelle, que ce soit le manque d'activité physique ou faire une activité physique, ça a quand même des bienfaits énormes quand on l'a fait
et des effets très néfastes sur la santé quand on est ce qu'on appelle sédentaire. Donc sédentaire, c'est ne pas pratiquer une activité physique journalière qui est recommandée par les organisations. Quand je dis activité physique, ça ne veut pas dire forcément sport. L'activité physique, ça peut être pour les adultes, on l'a mis ici, au moins 30 minutes de marche par jour. Marche rapide à hauteur de 5 fois par semaine. Ça peut être des allers-retours à la mosquée. Voilà. C'est des choses toutes simples, mais c'est se mettre en mouvement. C'est ça l'activité physique. C'est pas forcément du sport, être inscrit dans un club de foot, de gym ou autre. C'est déjà se mettre en mouvement et ça passe au moins par ce genre de choses. Pour les adultes aussi, faire deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement, c'est-à-dire avoir pas mal d'exercices d'étirement ou autre, ça favorise aussi un état de santé sur la durée bénéfique. Donc voilà, avoir une activité physique journalière, donc se mettre en mouvement, marcher, marche rapide, course, ce qu'on aime faire, hein, le faire seul ou accompagné, et essayer quand même d'avoir ces activités de renforcement et d'étirement qui permettent de garder le corps sain et pouvoir continuer à faire ces activités même quand on a atteint un certain âge. Pour les enfants, les recommandations, c'est pas forcément les mêmes, c'est quand même 1 heure d'activité par jour, voilà, pour qu'ils puissent se dépenser. Et chez eux, ça a quand même des bénéfices. Les bénéfices, c'est une meilleure croissance, une meilleure condition physique, que ça soit une meilleure santé mentale aussi, une meilleure concentration à l'école. Ça renforce l'estime de soi. Ça permet aussi de créer du lien social quand on est enfant et adolescent avec les copains. On ne se sent pas isolé si on ne pratique pas une activité physique, hein. On voit les petits garçons au foot, les petits garçons à l'école, dans la cour de récréation, ils jouent tous au foot ou autre, où ils parlent du dernier match ou quoi. C'est vraiment l'activité physique et le sport, hein, là, pour le coup. C'est vraiment quand même quelque chose qui rassemble. J'ai mis aussi chez la femme enceinte, parce que généralement la femme enceinte, on pense que c'est bon, elle est enceinte ou elle a accouché, donc on met un peu de côté ces activités, que ça soit le travail ou les activités qu'elle avait déjà avant, mais ça améliore le bien-être, ça diminue les lombalgies, ça permet de prévenir la prise de poids, ça diminue le risque de diabète gestationnel, donc le diabète dû à le fait d'être enceinte, d'hypertension gestationnelle, de dépression aussi postpartum. Donc on voit que ça a aussi des bénéfices sur la santé mentale et la santé physique. Et sinon, chez les adultes en général, ça prévient les chutes quand on atteint un certain âge. Ça permet de rester en équilibre et d'avoir quand même une qualité musculaire importante. Améliore aussi la condition physique dans plusieurs maladies chroniques. Donc là, c'est plutôt aussi un peu pas en médicament, mais en traitement, on va dire. L'activité physique, ça peut être prescrit par les médecins quand on est atteint de maladies chroniques, dans les cas de diabète, dans les cas de dépression, de maladies, de pathologies articulaires comme l'arthrose, l'ostéoporose. Et là, par contre, on rentre quand même dans ce qu'on appelle une activité physique adaptée à ces personnes-là. Et il faut essayer de se diriger vers ces personnes-là. Ça peut être le kiné, ça peut être un coach en activité physique adaptée, mais qui va vous permettre, soit grâce à du matériel adapté, soit grâce à des exercices qui sont adaptés, de vraiment quand même continuer à avoir une activité physique qui va être bon pour vous tout de suite dans votre maladie et qui va préserver votre santé dans le temps. Sur la population adulte, il y a un vrai sujet, puisqu'on a plus de 70% des personnes de plus de 50 ans qui ne font pas assez d'activité physique. Au moment de leur vie où peut-être l'activité physique est la plus importante pour conserver leur masse musculaire. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent que conserver sa masse musculaire à un certain âge, ça protège de plein de maladies. Dans les gestes de la vie courante, ça va permettre de favoriser le maintien à domicile, d'être moins dépendant ou moins rapidement dépendant de l'autre, etc. Mais au-delà de tout ça, ça favorise votre santé générale. La santé mentale aussi, bien évidemment, mais aussi à partir de 50 ans, on a une personne sur 2 qui a une maladie chronique en France. Donc maladie chronique, ça peut être plein de choses, hein, mais une personne sur 2. Et l'activité physique, dans quasiment 100% des maladies chroniques, est recommandée. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont des maladies chroniques et à cause de ces maladies chroniques ne font pas de sport. Alors même que leur maladie devrait être une indication à du sport adapté pour que leur maladie chronique se stabilise, ne se complique pas. Je pense aux diabétiques.
Je pense à nos mamans qui, pour beaucoup, ont des problèmes articulaires. Je pense aux problèmes de genoux. Je pense aux problèmes de colonne vertébrale. Toutes ces choses-là, en vérité, le sport peut apporter des effets bénéfiques. Que ce soit sur la prise de poids, enfin sur la perte de poids plutôt, sur le renforcement musculaire aussi qui est important, sur plein de choses. Et comme l'a dit Yacine, le sport peut être prescrit par le médecin. C'est important d'en parler aux médecins généralistes, à vos médecins généralistes, aux médecins généralistes de vos parents pour les plus jeunes. Parlez-leur d'activité physique adaptée. Est-ce que c'est recommandé pour moi? Si oui, est-ce que je peux avoir une prescription? Et sur le territoire, sur notre territoire en Essonne, on a des maisons sport santé. Des maisons sport santé qui permettent de faire de l'activité physique adaptée gratuitement, plusieurs fois par semaine. Donc il y en a dans les villes qui nous entourent. Et vous pourrez y aller avec cette prescription médicale. Donc c'est important, il ne faut pas vous dire je suis malade donc je ne fais pas de sport. Au contraire, je suis malade donc je dois faire du sport. Et ça peut être du sport qui est adapté à votre état. Et maintenant que tu es rentré un peu dans le sport santé, au-delà d'avoir une prescription du médecin, généralement les maisons de sport santé sont accessibles financièrement. Ça coûte pas très cher, c'est-à-dire que même si notre médecin nous dit t'es pas éligible à la prescription, donc au remboursement complet, une séance en maison de sport santé, c'est entre 5 et 10 euros. Donc voilà, donc c'est accessible. Toujours pour rester dans l'échelle individuelle, donc dernière thématique, le sommeil. Quelques recommandations pour mieux dormir. On sait aussi que ça touche de plus en plus de personnes, que ça soit lors de la vie adulte, parce qu'on a le travail, on a les enfants, on a certaines mauvaises habitudes aussi, ou chez les jeunes, dû au stress, aux études, aux devoirs tard, au lever tôt, aux écrans. Donc quelques recommandations pour mieux dormir. Au quotidien, se lever et se coucher aux mêmes heures tous les jours. Ça favorise un sommeil de qualité et une facilité à s'endormir. Pratiquer une activité physique, limiter les excitants, café, thé, surtout à partir de 16 heures. Donc voilà, ça c'est des petites recommandations au quotidien. Et avant d'aller dormir, privilégier des repas équilibrés, manger léger le soir pour faciliter la digestion. Éviter les écrans avant de se coucher, 1 heure avant de dormir. Donc l'écran, c'est tout. C'est le téléphone, ça va être la télé, ça va être le PC. Et privilégier une activité plutôt calme lors de cette dernière heure. Donc lecture, écoute coranique par exemple, relaxation, lien social, parler en famille ou quoi. Et ensuite aller se coucher sans retourner aux écrans. Petite recommandation aussi, la meilleure des siestes, parce qu'on a quand même une population et une communauté qui aime bien la sieste. La sieste type dure entre 15 et 20 minutes. Voilà, plus longtemps, c'est pas une sieste vraiment récupératrice. Voilà, il y en a certains qui vont dormir 3 à 4 heures par nuit et qui vont se dire bon, en gros, je suis rentré du travail, il est 14h, 15h, je vais rattraper ma nuit. Et du coup, ils dorment 3 heures la nuit, 3 heures la journée. C'est pas ce qui est le plus favorable à la santé. C'est quand même de faire une nuit complète, même si on n'a fait que 6 heures dans la nuit. 6 heures, c'est déjà 6 heures complets. On ne les a pas cassés en deux, on a fait 6 heures complets avec les recommandations qui viennent juste avant pour avoir un sommeil de qualité. Et si je me sens un peu fatigué, en début d'après-midi, je fais 15-20 minutes, c'est la sieste la plus récupératrice et qui nous permet aussi de pas venir perturber notre cycle de sommeil dans les prochains jours pour continuer à dormir quand même ces 6 heures pleines, 7 heures pleines lors de la nuit. Pour revenir sur un élément que citait Cheikh Brahim tout à l'heure, il nous parlait des excès. Et là, je vois le mot café, ça me fait penser à une étude. Limiter les excitants à partir d'une certaine heure. Et là-dessus, on est tous différents. Il y a des personnes qui peuvent boire un café avant de dormir et dorment très bien. Et il y a des personnes chez qui ça perturbe. C'est des recommandations générales. Le café, on en entend beaucoup parler. Il y a eu une étude assez intéressante qui est sortie là-dessus et qui a montré l'effet protecteur ou l'effet dévastateur du café sur la santé. Et en fait, la question, c'est pas quel café je bois ou à quel moment je le bois, c'est la dose de café que je bois. Et ça revient à cette notion d'excès que disait Cher tout à l'heure. Moi, l'une des premières choses que j'ai appris en pharmacologie, c'était une phrase de Paraclès qui disait rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Vous avez mal à la tête, vous prenez 1 gramme de Doliprane, peut-être que ça ira mieux. Prenez 28 grammes de Doliprane pour votre mal de tête, vous risquez d'avoir mal ailleurs. Donc, quelque chose qui est bénéfique dans une certaine dose peut être néfaste dans une autre dose.
pour le café, c'est ce qu'a démontré cette étude assez sérieuse, qui a montré que jusqu'à 3 à 4 verres de café par jour, le café avait un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire. Ça protège votre cœur et vos artères. À partir de 4 cafés par jour, ça nuit à votre cœur et à vos artères. Tout est question de dose. Comment ? Sans sucre. Sans sucre, bien sûr. Donc moi j'ai présenté, on était sur les déterminants de santé, donc voilà on est rentré un peu dans les détails de certains déterminants de santé, comme l'a dit Bilal, c'est des choses générales, hein. On est rentré dans des déterminants de santé à l'échelle individuelle et des choses sur lesquelles on peut s'investir et modifier. Et là, on va passer un peu à l'échelle un peu supérieure, le milieu de vie en général. Il ne reste peut-être pas beaucoup de temps, mais c'est quand même intéressant quand même de parler de cet aspect-là pour comprendre que nous, on peut influencer notre santé, mais qu'à l'échelle aussi collective et un peu plus haut, peut-être à l'échelle d'une communauté, il y a aussi des choses qui influencent notre santé. Sur l'environnement physique, il ne nous reste pas longtemps avant l'Aden, on va écourter ce qu'on avait prévu. Mais on vous a parlé des déterminants de santé. L'illustration que vous voyez là illustre les dépendances entre différentes santé. On a parlé des déterminants de santé humains. En vérité, il y a la santé humaine, mais il y a aussi la santé animale et la santé environnementale. Et Cheikh a parlé de l'environnement et du comportement qu'on doit avoir aussi face à l'environnement, à la préservation de l'environnement. Eh bien, cet environnement peut déterminer notre santé humaine, puisque la santé de l'environnement et la santé humaine sont interdépendants. La santé animale, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, aujourd'hui, il a des conséquences sur la santé humaine. C'est pas juste, il fait plus chaud. Le dérèglement climatique, c'est aussi des zoonoses, des maladies tropicales, des maladies vectorielles, des maladies animales qu'on retrouve aujourd'hui chez l'humain. C'est les conséquences de plein de choses, de la déforestation et de plein d'autres choses, mais c'est pour vous montrer les liens entre l'environnement et la santé humaine. Le lien le plus évident qu'on peut faire peut-être, c'est les polluants qui nous entourent. Il y a plein de polluants qui nous entourent. On a plusieurs voies d'exposition. On a ce qu'on respire, qui peut être pollué, ce qu'on mange, ce qu'on boit, qui peut être pollué, ce qu'on met sur notre peau, qui peut être pollué. Et ces polluants qui nous entourent peuvent être favorisés par nos comportements humains. Aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est plus de 40 000 morts par an. La pollution de l'air, c'est principalement les voitures. Donc vous voyez comment est-ce qu'une activité humaine peut détériorer une santé environnementale qui, au final, cette santé environnementale va porter atteinte à la santé humaine. Donc on a le retour. Peut-être conclure. Ou finir sur l'environnement global pour illustrer un peu quand même le... On finit quand même sur l'environnement global. C'était tout à l'heure, on vous a montré le schéma des déterminants de santé. On avait l'individuel, le milieu de vie, et puis on a au-delà l'environnement global. Sur cet environnement global, c'est des choses qui peuvent favoriser ou pas notre santé. On a plusieurs choses. On ne va pas donner des exemples peut-être sur tout, mais on a en santé publique aujourd'hui le marché du travail qui peut déterminer la santé de l'individu. Si vous travaillez, ça peut être un déterminant de santé positif, un facteur protecteur en santé. Et globalement, ça l'est. Et ce qui va faire la différence, c'est les conditions dans lesquelles vous allez faire votre travail. Et aujourd'hui, en France, de nos jours, l'espérance de vie d'un ouvrier, elle est inférieure de 5 ans à l'espérance de vie d'un cadre. Si vous êtes ouvrier en France, vous vivez 5 ans de moins, 5,3 ans de moins en moyenne qu'un cadre, puisque toute votre vie, vous n'avez pas réalisé votre travail dans les mêmes conditions. Et votre travail a abîmé votre santé. Donc le travail, ça peut être un facteur protecteur comme ça peut ne pas l'être. Et il y a la santé physique, bien évidemment, il y a aussi la santé mentale. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale au travail, on parle beaucoup de risques psychosociaux, de burn-out. Et Yacine parlait tout à l'heure des interactions sociales qu'on peut avoir, qui peuvent être facteurs protecteurs. Vous venez à la mosquée, il y a une communauté de frères avec qui vous vous liez, avec qui vous avez des interactions.
qui représente aussi du soutien social mutuel. C'est un facteur protecteur en santé. Vous êtes au travail dans une équipe où ça se passe mal, vos collègues de travail peuvent favoriser chez vous l'apparition de la dégradation d'une santé mentale, et dans ce cadre-là, ça devient une communauté néfaste pour vous. Ça, c'était pour vous illustrer les différents niveaux de prévention, et quand on dit prévention, en vérité, on peut agir à plein de niveaux, avant la maladie, au début de la maladie et pendant la maladie. J'insiste juste sur au début de la maladie. Et pour agir au début de la maladie, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Il y a quelque chose qui est important, qui fait l'objet de politiques publiques, de dépistage organisé, et la population peut répondre plus ou moins à ce dépistage organisé. Et aujourd'hui, on sait que la réponse à ce dépistage organisé, elle se fait selon les catégories socio-professionnelles des gens. Plus vous avez fait d'études, plus vous allez avoir tendance à participer à ces dépistages organisés. À partir de 50 ans, les femmes reçoivent tous les 2 ans un courrier pour les inviter à aller faire une mammographie pour le dépistage du cancer du sein. Les hommes, tous les 2 ans, ils reçoivent par la poste une enveloppe bleue sur le dépistage du cancer colorectal qui les invite à faire le dépistage du cancer colorectal. Les populations les plus défavorisées sont celles qui participent le moins à ces dépistages organisés, alors même que parfois elles cumulent plus les facteurs de risque de ces maladies-là. Donc il faut qu'on soit conscient que ces dépistages-là, s'ils nous sont proposés à ces âges clés et à ces fréquences données, il y a une raison. Et la raison, c'est que la prévention secondaire, donc dépister une maladie là où vous êtes le plus à risque de l'avoir, parce que vous avez le profil type du malade, plus de 50 ans, homme ou femme, eh bien, ça vous permet de diagnostiquer et donc de traiter la maladie beaucoup plus précocement. On a aujourd'hui des gens qui ont un cancer colorectal et qui le découvrent plusieurs mois, plusieurs années après. Alors même que toutes ces années, ils recevaient la petite enveloppe bleue dans sa boîte aux lettres. C'est pareil pour la femme. Donc participer à ces dépistages-là, ça vous permet de vous rendre compte d'un état de santé et de commencer la prise en charge de cet état de santé au plus tôt. Donc c'est aussi des messages à faire passer autour de vous, auprès de vos parents, auprès de vos proches, pour inciter à participer à ces dépistages-là qui sont très importants, qui sont gratuits et qui viennent jusque chez vous. En un mot, pour récapituler, la santé, on l'a vu, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est avant tout le bien-être. On peut et on doit agir pour préserver sa santé. Pour cela, on doit agir sur les déterminants de santé. La majorité des déterminants de santé sont des déterminants de santé modifiables. On peut agir dessus, on peut favoriser notre santé. Ce capital santé qui précède tous les autres capitals, on l'a entre nos mains. Il y a plein d'actions et plein de comportements que l'on a quotidiennement qui peuvent l'influencer positivement. Ça doit être un point d'attention chez nous dans comment est-ce qu'on vit, comment on se déplace, comment on fait nos courses, comment on mange, comment on bouge, pour qu'on puisse, Inch'Allah, préserver notre santé et être vigilant à la santé des uns des autres en commençant par notre foyer. Voilà ce que je voulais vous dire en mot de fin. Après, il y aura des choses qui pourront vous être proposées. Je parlais avec les frères et avec Cheikh Qissi la fois dernière de nutrition et Ramadan. Pareil, c'est toujours des sujets qui reviennent tous les ans. On a dans la communauté des nutritionnistes, des diététiciens qui sont tout à fait aptes à transmettre des messages sur comment bien vivre son Ramadan d'un point de vue alimentaire. C'est aussi important. Et aussi comment gérer sa maladie. Je pense aux diabétiques, chez qui le jeûne n'est pas déconseillé. C'est pas parce que vous pouvez jeûner que vous pouvez jeûner n'importe comment. Ça peut être aussi des sujets de discussion qu'on pourrait avoir, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour l'accueil. Barakallahu fikoum. Et Cheikh, le mot de la fin. بالدعاء إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وفرقنا من بعده من الذنب معصوما آمين. ولا تجعل معنا ولا من حولنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم متعنا بأسماعنا ومتعنا بأبصارنا ومتعنا بقواتنا أبدا ما أحيتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا صحتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الحاضرين والغائبين البعيدين والقريبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.